On a tous en tête cette image un peu cliché du joueur de jeux vidéo, seul dans sa chambre avec juste la lumière de l'écran. Mhm. C'est un cliché, bien sûr. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est et si ce cliché cachait une vérité un peu plus dérangeante, une vraie tendance de fond? C'est une excellente question. On va plonger dans le monde du jeu en solitaire, le solo play, et on va le mettre face au jeu social, surtout chez les adultes en France, pour voir si l'équilibre tient toujours. Et pour ça, on a une source principale assez fascinante. Oui, une analyse de Julien Alvarez qui s'appelle la spirale du solo play. Elle se base sur des données très sérieuses, celles du SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, entre 2020 et 2024. Mais pas seulement. Et c'est là que ça devient vraiment original. L'analyse va chercher des réponses du côté de l'éthologie. Équilibre, et si c'est le cas, d'essayer de comprendre pourquoi. C'est ça. Alors, commençons par les faits, les chiffres bruts. L'étude la plus récente du CEL, celle de 2024, nous dit que plus des 3/4 des Français jouent aux jeux vidéo. C'est colossal. C'est énorme. Mais le chiffre qui m'a vraiment interpellé, c'est celui-ci. 98% de ces joueurs ont joué seuls. 98%. Contre seulement 59% en mode dit social. L'écart est déjà immense. Exactement. Et il faut tout de suite être prudente avec ce terme de jeu social. Ah oui, Bah oui, le multijoueur en ligne, ce n'est pas forcément une expérience sociale. Jouer contre des inconnus sans jamais leur parler, c'est à peine plus social que de jouer contre des bots. d'accord, c'est presque du jeu solo déguisé. Voilà, l'étude est très claire là-dessus. Elle utilise même des données 2020 sur le profil des actifs engagés. On voit que 56% jouent en ligne. Mais quand on leur demande s'ils jouent en ligne à plusieurs, Le chiffre doit chuter. ils tombent à 22%. D'accord, donc la sociabilité réelle est encore plus faible. En gros, la conclusion est sans appel. La pratique solitaire écrase tout le reste, surtout chez les adultes. Un chiffre de 2021 le montrait déjà. 67% des adultes jouaient seuls, contre à peine 20% qui jouaient à plusieurs dans la même pièce. Le quoi est clair, mais le pourquoi, ça reste un mystère. Alors, où est-ce que l'étude va chercher ces explications? C'est là que l'analyse prend un virage totalement inattendu. Pour comprendre ce qui se passe dans nos salons, elle nous emmène dans un laboratoire. Attends une seconde. Pour comprendre pourquoi je joue à The Witcher 3 tout seul, on va regarder ce que font des rats de laboratoire. Il faut m'expliquer le lien là. Le lien est plus fort qu'on ne le pense. L'étude s'appuie sur les travaux d'un éthologue, Claude Bench. Son expérience clé est toute simple en fait. Je t'écoute. Vous prenez des jeunes rats, vous les isolez pendant un certain temps, puis vous les remettez ensemble. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ils se jettent les uns sur les autres pour jouer? Exactement. Ils jouent beaucoup. Beaucoup plus que des rats qui n'ont jamais été isolés. Le jeu social sert ici à compenser une privation de contact. C'est une sorte de rattrapage social, en quelque sorte. C'est ça. Et à partir de là, Bench décrit 3 grandes phases. D'abord, l'éopédie, le stade de l'immaturité. Là, c'est le jeu solitaire qui domine. C'est autocentré, c'est essentiel pour le développement du cerveau. D'accord. Puis vient la mésopédie, à la puberté. C'est la transition naturelle du solo vers le social pour apprendre à s'intégrer au groupe. Logique. Et enfin, la néopédie, à l'âge adulte. Et là, le jeu a 2 fonctions. Se positionner dans la société, mais aussi, et ça c'est le point crucial, maintenir son équilibre interne face au stress. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc si je te suis bien, la trajectoire saine et naturelle, c'est d'aller du solo vers le social. Le jeu solitaire, c'est une phase qui est censée s'estomper au profit du jeu en groupe, qui devient essentiel pour l'adulte, c'est ça l'idée. C'est l'idée fondamentale, oui. Le jeu social répond à un besoin d'intégration et de régulation. D'accord, je vois le modèle, mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal à faire le pont. On parle d'instincts animaux d'un côté et de choix de loisirs complexes pour des humains de l'autre. Comment l'étude justifie cette transposition? C'est la question centrale. Et l'étude y répond avec un outil assez brillant qu'elle appelle la matrice de jeu interespèces. En fait, elle met en parallèle les stades de Bench et ceux, très connus, du psychologue Jean Piaget sur le développement de l'enfant. Ah oui, les stades de Piaget, ça me parle plus, ça. Et la correspondance est frappante. Le jeu solitaire de Bench, l'éopédie, ça correspond parfaitement au stade sensorimoteur de Piaget chez le tout petit, entre 0 et 2 ans. Une phase purement auto-centrée où il découvre son corps, ses sensations. C'est ça. Et à l'inverse, le jeu social qui arrive plus tard chez Bensuck correspond au jeu à règles de Piaget chez l'enfant plus âgé. Des jeux qui sont par définition tournés vers les autres, allocentrés. Il faut négocier, attendre son tour,
Donc, qu'on soit un rongeur ou un gamin, la trajectoire normale, c'est de passer d'un jeu centré sur soi à un jeu qui intègre les autres. C'est presque une loi biologique en fait. C'est exactement ça. Mais alors, on a un énorme problème. C'est là que ça coince. Mhm. Si le développement normal, c'est de laisser le solo derrière soi pour le social, pourquoi les chiffres du début montrent une tendance qui est diamétralement opposée chez les adultes? 67% de jeux solo. C'est comme si, une fois adulte, on faisait marche arrière. On retournait à un stade de développement antérieur. Le paradoxe est total. Et c'est précisément ce paradoxe que l'étude cherche à résoudre. Pour ça, elle analyse les motivations des joueurs, toujours avec les données du CEL de 2021. Et la réponse, elle est éclairante. Quand on demande aux gens pourquoi ils jouent, laisse-moi deviner, pour passer un bon moment avec mes amis n'est pas en première position. Loin de là. La première raison, c'est réduire l'ennui, pour 79%. D'accord. Ensuite, procurer de la joie, 74%. Et surtout, lutter contre le stress et la pression, pour 65%. Et le social dans tout ça? La seule motivation vraiment sociale, créer ou maintenir un lien, n'arrive qu'à 52%. C'est fascinant. On ne joue pas d'abord pour être avec les autres, on joue d'abord pour se gérer soi-même, pour se réguler. Exactement. Et ça nous ramène directement à la théorie de Bench et à ce besoin d'homéostasie. Le jeu vidéo en solo, c'est devenu un outil de régulation émotionnelle de masse. Un moyen de retrouver un équilibre, de décompresser. De se couper d'un monde extérieur perçu comme stressant. La dimension sociale, pour beaucoup, est devenue secondaire. L'exemple le plus fou que donne l'étude, c'est celui des joueurs conviviaux. Déjà, le nom est paradoxal en soi. Ce sont des gens qui vivent dans des foyers de 4 personnes ou plus. On se dit qu'ils sont entourés. Qu'ils ont plein d'opportunités de jeu social, oui. Et pourtant, les chiffres sont stupéfiants. 83% d'entre eux jouent seuls. Et 78% ne pratiquent même pas de jeux en famille. Mais ça n'a aucun sens. C'est complètement contre-intuitif. Ils sont dans l'environnement le plus propice au jeu social et ils choisissent délibérément de s'isoler. Pourquoi? C'est la grande question. L'étude propose 2 hypothèses qui se complètent. La première, c'est l'idée du jeu solo comme refuge. D'accord. La vie de famille, c'est super, mais c'est aussi du bruit, des sollicitations permanentes, du stress. Le jeu solo devient alors la seule bulle de décompression possible, un espace mental pour se reconstruire en paix. C'était particulièrement vrai pendant les confinements de 2020, j'imagine. Tout à fait, où le foyer était le seul univers. C'est le « laissez-moi tranquille 5 minutes » transformé en session de jeu. Voilà. Et la seconde hypothèse est plus systémique. Ce comportement pourrait refléter une dynamique de foyer où, de toute façon, chacun a tendance à s'isoler dans ses propres activités. L'un est sur son téléphone, l'autre regarde une série sur sa tablette. C'est ça. Cette fragmentation des loisirs au sein même de la famille diminue les interactions et, mécaniquement, le jeu solo devient la norme par défaut. Ça résonne un peu trop, cette image du salon où tout le monde est ensemble mais chacun est sur son propre écran. Jusqu'ici, on a parlé en pourcentage de joueurs, ce qui est un peu abstrait. Mais là où l'analyse frappe vraiment fort, c'est quand elle traduit tout ça en minutes et en secondes. Elle quantifie le déséquilibre. Elle se demande, concrètement, ce déséquilibre, il pèse combien de temps chaque jour? D'accord, comment ils ont calculé ça? Alors, ils sont partis des données de 2020. Le temps de jeu vidéo moyen par jour en France, c'est environ 1 heure. Ok. Ils ont appliqué à cette heure les pourcentages de pratiques solo et sociales. Mais, et c'est ça qui est malin, ils ont ajouté une autre variable, le jeu de société. Qui est par nature très social. Massivement social, oui. Ça représente environ 17 minutes par jour. Ils ont donc additionné le jeu social vidéo et le jeu de société. Et le résultat? Le résultat révèle une fracture générationnelle spectaculaire. Ah oui. Chez les jeunes de 10 à 17 ans, l'équilibre est préservé. Mieux, le jeu social, donc vidéo plus société, l'emporte avec environ 28 minutes par jour, contre 21 minutes pour le jeu en solitaire. D'accord, donc chez les ados on va bien, ils ont un surplus de jeu social, et chez les adultes? Chez les 18 ans et plus, le monde bascule complètement. Le jeu solitaire explose à 32 minutes par jour. Et le jeu social? Il s'effondre à 19 minutes et 30 secondes. Attends, une seconde. Ça veut dire qu'on passe d'un surplus social chez les ados à un déficit de plus de 12 minutes chaque jour chez les adultes? C'est ça. La rupture est totale. Ce n'est plus une simple préférence, c'est un véritable déficit quantifié de temps social ludique. Précisément, le déséquilibre n'est plus une impression, il est mesuré. Et comment est-ce qu'on en arrive là? Comment cette dynamique s'installe? Pour l'expliquer, l'étude propose un modèle final. C'est ça, la spirale du solo-queues. Une boucle qui s'auto-alimente, un cercle vicieux. Exactement. Le mécanisme est simple, en 3 temps.
Étape 1. Vous pratiquez moins de jeux sociaux. Conséquence, votre environnement devient perceptivement moins riche, moins stimulant. D'accord. Étape 2. Cette diminution de stimuli, comme pour les rats de bench, vous pousse à chercher une compensation. Vous jouez donc encore plus seul pour lutter contre l'ennui, pour gérer le stress de ce vide. Logique. Étape 3. Plus vous jouez seul, moins vous avez de temps, d'énergie ou même d'occasion pour du jeu social. Et ça nous ramène à l'étape 1, mais en pire. Et la spirale s'accélère. C'est terrible. Le jeu en solitaire commence comme une solution, un mécanisme de défense pour se protéger, et il finit par aggraver le problème en coupant les liens sociaux qui seraient justement la vraie solution. Le remède nourrit la maladie. C'est une excellente synthèse du modèle, oui. C'est fou, on est parti d'un simple chiffre, 98% de joueurs solo, et on arrive à un modèle qui lie le comportement des rats, la psychologie de Piaget et nos habitudes numériques les plus quotidiennes. Ce qu'on croyait être un simple choix personnel s'inscrit en fait dans une dynamique bien plus profonde. Et ça soulève une question qui dépasse le jeu vidéo, non hein? Oui, est-ce que ce déséquilibre n'est pas le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large ? Cette même spirale ne pourrait-elle pas s'appliquer à nos autres consommations solitaires ? Le binge-watching de séries, le scroll sur les réseaux sociaux. Et l'étude cite d'ailleurs un chiffre édifiant. La proportion de gens qui regardent la télé seuls est passée de 25% dans les années 80 à 40% en 2010. Le phénomène est global. Et l'article se termine sur une pensée qui est peut-être la plus importante, la plus tournée vers l'avenir. C'est la question intergénérationnelle. Oui. Si nous, les adultes, on est pris dans cette spirale, quel impact ça aura sur les enfants? Pour l'instant, leurs chiffres montrent un équilibre. Mais l'étude nous a bien montré que le jeu social, c'est une étape essentielle du développement. C'est le ciment de la cohésion d'un groupe. Alors cet équilibre chez les plus jeunes est-il durable ? Ou est-il en sursis? C'est la question qui reste en suspens et qu'il faudra observer de très très près.